Il était une force de la nature, un géant au regard doux, une montagne d'humanité qui faisait rire en frappant fort, mais sans jamais faire vraiment mal. Pendant des décennies, Bud Spencer a incarné à l'écran une figure unique, celle du colosse au cœur tendre, du bagarreur pacifique, du complice indéfectible de Terence Hill. Derrière ce pseudonyme devenu culte se cachait un homme aux multiples vies, Carlo Pedersoli, champion olympique de natation, inventeur, pilote, entrepreneur et icône populaire. De Naples au plateau de cinéma, son parcours est une épopée comme peu d'hommes en ont vécu. Traversé par la gloire, mais aussi par les épreuves du corps, les désillusions et une fin de vie marquée par la souffrance et la solitude. Le 27 juin 2016, lorsqu'il s'éteint à Rome à l'âge de 86 ans, le monde perd plus qu'un acteur, il perd un symbole d'innocence virile, un héros d'enfance pour des générations entières. Entre souvenirs glorieux et disparitions douloureuses, cet article retrace la trajectoire d'un homme dont la légèreté cachait une profondeur insoupçonnée. Qui était vraiment Bud Spencer et pourquoi sa mort a-t-elle tant bouleversé? Retour sur une vie hors norme, celle d'un homme dont le rire et les poings résonnent encore dans les mémoires. Carlo Pedersoli naît le 31 octobre 1929 à Naples, dans un quartier populaire au sud de l'Italie encore marqué par les difficultés de l'entre-deux-guerres. Il grandit dans une famille de la petite bourgeoisie où règnent à la fois les valeurs du travail et l'humour napolitain, celui qu'on garde comme un rempart contre l'adversité. Son père, ingénieur chimiste, veille à l'éducation stricte de son fils, tandis que sa mère, d'origine plus modeste, l'élève avec une tendresse discrète. Très tôt, Carlo montre une robustesse physique peu commune. Grand, large d'épaules, il se démarque rapidement parmi ses camarades. Mais il ne s'agit pas seulement de force. Il possède aussi un esprit vif, une curiosité insatiable et une soif de mouvement. L'enfance de Carlo est marquée par les turbulences de l'histoire. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, la famille Pedersoli quitte Naples pour Rome, puis émigre un temps en Amérique du Sud, au Brésil, pour fuir les bombardements et les privations. Ce déracinement marque profondément le jeune Carlo, qui découvre d'autres cultures, d'autres langues, et surtout la capacité à s'adapter, à se réinventer. À son retour en Italie, l'adolescent parle couramment le portugais, l'espagnol et se passionne pour la musique et les sports. C'est dans l'eau qu'il trouve son exutoire. Très tôt, il se révèle un nageur exceptionnel. Son style est fluide, puissant, maîtrisé. Il bat des records scolaires, puis nationaux. Il est le premier Italien à passer sous la minute au 100 mètres nage libre. Dans un pays qui se reconstruit lentement après la guerre, sa silhouette athlétique et sa volonté impressionnent. L'Italie, en quête de héros positifs, voit en lui une promesse. Mais Carlo ne se contente pas d'être un athlète, il écrit, il étudie le droit, il joue de plusieurs instruments, notamment du piano et du saxophone. À la fin des années 40, il intègre l'équipe nationale italienne de natation. Son rêve, participer aux Jeux Olympiques. Ce n'est encore que le début d'un parcours hors norme. Mais déjà, derrière le nageur discipliné, se profile une âme bien plus large, celle d'un homme en quête de sens, de lumière et de dépassement de soi. En cette Italie d'après-guerre, encore meurtrie mais avide de renaître, les exploits sportifs prennent une dimension quasi patriotique. Pour Carlo Pedersoli, la natation n'est pas seulement un sport, c'est une mission. Il s'entraîne avec acharnement, dans des conditions souvent spartiates, mais toujours avec une discipline de fer. Son physique impressionne, 1,82 m pour près de 100 kg, une masse musculaire sculptée à force de répétitions, d'efforts solitaires et de rigueur quotidienne. Il devient rapidement une figure incontournable du sport italien, battant plusieurs records nationaux et accumulant les médailles aux championnats d'Italie. En 1952, Carlo atteint un sommet en étant sélectionné pour représenter l'Italie aux Jeux Olympiques d'Helsinki. C'est un moment décisif. Il devient le premier Italien à descendre sous la barre mythique de la minute sur le 100 mètres nage libre. Même s'il ne remporte pas de médaille olympique, sa participation reste historique et largement saluée par la presse. Il impose une nouvelle image du sportif italien, moderne, imposant, talentueux, mais aussi humble et travailleur. Il enchaîne avec les Jeux Olympiques de Melbourne en 1956, tout en poursuivant ses études de droit et en travaillant occasionnellement pour subvenir à ses besoins. Mais ce que peu savent à l'époque, c'est que Carlo commence déjà à se sentir à l'étroit dans les lignes droites chlorées des piscines. Son esprit rêve d'ailleurs. Il se lasse de la répétition des gestes, du silence intérieur que les bassins imposent. Il veut s'exprimer autrement. Il rêve d'espace, de mouvements libres, de contacts humains plus riches que la simple compétition. Il s'intéresse à l'aviation, passe son brevet de pilote, mais aussi à la musique qu'il pratique avec passion. Le sport l'a forgé, mais il pressent déjà qu'il ne pourra pas y consacrer toute sa vie. Ce tiraillement le pousse progressivement à prendre ses distances avec la compétition de haut niveau. Il quitte la scène sportive avec dignité, sans scandale, mais avec la conviction intime que son destin l'attend ailleurs.
Un autre type de scène commence à l'attirer, celle des plateaux de cinéma. Son charisme, son physique atypique, sa gentillesse naturelle n'ont pas échappé à certains producteurs. Le hasard va bientôt l'amener à croiser un monde en pleine mutation. Celui du cinéma italien qui cherche de nouvelles figures, de nouveaux mythes. C'est le début d'une nouvelle métamorphose. Carlo Pedersoli s'apprête à renaître sous un autre nom, un autre visage public, mais sans jamais trahir l'homme qu'il est au fond. Authentique, solide, profondément humain. La transition de Carlo Pedersoli vers le monde du cinéma ne se fait pas en un jour. Dans les années 1950, l'Italie connaît une véritable explosion artistique. Cinecittà, la célèbre Hollywood sur Tibre, est en pleine effervescence. Les grands noms du néo-réalisme côtoient les premiers blockbusters européens. C'est dans cette atmosphère bouillonnante que Carlo, par curiosité autant que par nécessité, accepte de figurer dans quelques films. Sa carrure impressionnante le rend immédiatement visible même dans les rôles les plus discrets. En 1951, il obtient un minuscule rôle de garde dans Quo Vadis, une superproduction hollywoodienne tournée à Rome. Ce n'est pas encore une vocation, mais une première brèche. L'univers du cinéma l'intrigue, il y découvre une forme d'expression qui mêle corps, mouvement et récit. Toutefois, sa carrière d'acteur ne décolle véritablement qu'à la fin des années 1960. Il a alors presque 40 ans, un âge tardif pour débuter dans le métier, mais aussi une maturité rare. Tout change en 1967. Le producteur Giuseppe Colizzi cherche 2 acteurs au physique contrasté pour un western à contre-courant des modèles américains. Il pense à Carlo Pedersoli pour incarner un personnage de colosse placide, un homme de peu de mots mais au point sûr. Carlo accepte mais à une condition, il souhaite prendre un pseudonyme. Inspiré par sa passion pour la bière Budweiser et pour Spencer Tracy, un acteur qu'il admire profondément, il devient Bud Spencer. Ce nom va bouleverser sa vie. Le film s'intitule « Dieu pardonne, moi pas » et marque le début d'un duo devenu mythique, Bud Spencer et Terence Hill. Le contraste entre le géant barbu et le beau gosse agile, entre la force brute et la malice, fonctionne immédiatement. Le public adore. Bud incarne une forme de justice populaire, sans prétention, avec un humour bon enfant. Il frappe, certes, mais sans haine. Il grogne, mais sans cruauté. Il devient une figure rassurante, presque fraternelle, dans un monde cinématographique souvent cynique. Ce n'est pas seulement une transformation d'image, c'est une renaissance intime. Bud Spencer assume ce nouveau rôle avec un enthousiasme total. Il y injecte sa gentillesse naturelle, son sens de l'autodérision, sa lenteur calculée. Il comprend qu'il n'a pas besoin de courir après les dialogues complexes. Son corps parle pour lui, son silence devient une force et son rire grave, guttural, un repère pour des millions de spectateurs. Au fil des années, Bud Spencer devient un nom gravé dans le marbre du cinéma populaire européen. Il ne joue pas, il est. Et derrière chaque coup de poing chorégraphié, chaque grimace attendrie, il y a encore un peu de Carlo Pedersoli, cet homme simple, droit, napolitain dans l'âme, qui n'a jamais oublié d'où il venait. Lorsque Bud Spencer et Terence Hill apparaissent pour la première fois ensemble à l'écran, c'est une alchimie inattendue qui explose. Leur tandem n'est pas seulement le fruit d'un bon casting, c'est une rencontre de tempérament, de rythme, de regard qui se répondent sans mots inutiles. Là où Terence Hill incarne la vivacité, la souplesse, l'ironie presque juvénile, Bud Spencer impose la masse tranquille, le regard impassible, la tendresse brute. Ensemble, ils réinventent les codes du western spaghetti, ce genre typiquement italien popularisé par Sergio Leone, mais souvent plus sombre, plus brutal, avec, on l'appelle Trinita, 1970, puis, et on continue à l'appeler Trinita, 1971, le duo signe un succès fulgurant. Le style est clair, des décors de western poussiéreux, des saloons brinque-ballants, des méchants ridiculisés et surtout des scènes de bagarres comiques, chorégraphiées comme des ballets. Les poings de Bud frappent mais avec un bruit exagéré, presque cartoonesque et toujours dans une logique de justice. Les spectateurs rient, jubilent, s'identifient. Bud Spencer y incarne souvent un personnage bourru, paresseux en apparence, mais au grand cœur. Il ne parle pas beaucoup, grogne plus qu'il ne dialogue, mais son regard en dit long. Il est le protecteur malgré lui, le grand frère désabusé mais toujours prêt à défendre les plus faibles. Loin des cow-boys froids et solitaires de l'Ouest américain, ces héros sont chaleureux, maladroits parfois, mais profondément humains. Et c'est sans doute ce qui fait leur force. Dans un monde marqué par la violence et les injustices, Bud Spencer et Terence Hill proposent un modèle de virilité pacifiée, d'humour réparateur. Le succès dépasse rapidement les frontières de l'Italie. En Allemagne, en France, en Espagne et même en Amérique latine, les films du duo attirent des millions de spectateurs. Les critiques les boudent, souvent, les considérant comme des œuvres mineures, mais le public les adore. En Allemagne, les doublages accentuent encore leur humour, les rendant cultes dans plusieurs générations de familles.
Des rediffusions à la télévision au VHS usé jusqu'à la corde, chaque enfant a grandi avec Bud et Terence. Entre 1967 et 1994, le duo tournera plus de 15 films ensemble. Des titres comme Attention les dégâts, Père et impair ou Salut l'ami, Adieu le trésor s'imposent dans l'imaginaire collectif. Et même quand ils évoluent dans d'autres genres, comédie policière, aventure tropicale, satire sociale, l'essence de leur tandem demeure la chaleur, la loyauté, la drôlerie physique. En coulisses, leur relation est empreinte de respect et d'amitié sincère. Terence Hill, de son vrai nom, Mario Girotti, parle de Bud comme d'un frère. Bud, lui, loue souvent la finesse de jeu de son partenaire. Leur complicité est réelle, jamais feinte. Ils sont deux visages d'un même cinéma. Celui qui veut faire du bien, qui offre une pause joyeuse dans un monde parfois trop dur. Mais derrière ses rires, ses claques et ses sourires larges comme l'Italie, une question commence à poindre lentement dans l'esprit de Bud Spencer. Peut-on exister en dehors de ce duo ? Peut-on continuer à incarner quelque chose quand le corps commence à fatiguer ? Si le duo Spencer-Hill reste indissociable du succès de Bud Spencer, l'homme ne se contente pas de ce binôme. Dans les années 1980, il commence à s'en émanciper progressivement, tout en gardant la même ligne de conduite. Proposer un cinéma populaire, divertissant et porteur de valeurs simples. Bud tourne alors dans plusieurs films en solo, où il reprend son personnage de colosse bonhomme. Un homme bourru, mais toujours prêt à défendre les faibles et à corriger les injustes d'un bon coup de poing bien placé. Des films comme Banana Joe, 1982 ou Aladdin, 1986, rencontrent d'un franc succès. Dans Banana Joe, il campe un vendeur de fruits naïf et analphabète aux prises avec des bureaucrates corrompus. Une satire sociale sous forme de comédie tropicale. À travers ses œuvres, Bud Spencer affirme un style qui lui est propre. Celui d'un héros non violent, accessible, drôle sans être ridicule et profondément moral sans jamais être moralisateur. Il devient un repère rassurant dans un paysage cinématographique qui se complexifie, se durcit parfois. Mais Bud ne limite pas sa créativité au cinéma. Passionné d'aviation, il fonde dans les années 1980 la compagnie Mistral Air, spécialisée dans le transport de fret et de courrier pour le Vatican. Il est aussi détenteur de plusieurs brevets d'invention, dont un rasoir électrique pour enfants et un peigne à une main destiné aux personnes handicapées. Peu le savent, mais Bud Spencer est un touche-à-tout génial, un autodidacte qui refuse de rester enfermé dans un seul rôle. Il compose également de la musique, écrit des paroles de chansons et publiera plus tard plusieurs autobiographies dans lesquelles il livre ses pensées avec humour, simplicité et sagesse. Au début des années 1990, il revient sur le petit écran avec la série Extra Large, tournée à Miami. Il y incarne un détective privé au caractère bien trempé, dans un registre plus contemporain mais toujours fidèle à ses valeurs. Le succès est au rendez-vous, notamment en Allemagne et en Europe de l'Est, où Bud est adulé comme une véritable légende. Il devient aussi, avec le temps, une figure de l'Internet naissant. Ses scènes de bagarre en boucle, remixées sur YouTube avec des musiques électro ou techno, donnent naissance à une nouvelle vague d'admiration décalée mais sincère. En parallèle, il s'engage politiquement. Fidèle à ses racines chrétiennes, Bud Spencer se présente brièvement aux élections européennes de 2005 sous l'étiquette d'un petit parti conservateur. Sans succès électoral, mais avec une volonté sincère d'agir pour le bien commun. Cet engagement discret reflète son caractère, engagé mais pudique, actif mais modeste. Sa popularité ne faiblit jamais. En Allemagne, des places publiques portent de son nom. En Italie, il est salué comme un monument vivant. Pourtant, à mesure que le temps passe, le corps de Bud commence à trahir l'homme. Les douleurs s'accumulent, les tournages se font plus rares, les apparitions publiques plus espacées. Mais jamais il ne se plaint. Fidèle à lui-même, il préfère la pudeur à la plainte, le sourire discret à l'apitoiement. Dans l'ombre des projecteurs, un autre combat commence. Celui contre le vieillissement, la fatigue, la perte progressive d'autonomie. Un combat silencieux, digne, à l'image de toute sa vie. Pendant des décennies, Bud Spencer a rempli les salles, fait rire les familles, conquis des générations entières par sa seule présence à l'écran. Pourtant, malgré cette popularité écrasante, il a longtemps été tenu à l'écart des honneurs critiques. Le cinéma d'auteur italien, porté par les grands noms du néo-réalisme ou de la comédie satirique, comme Fellini, Visconti ou Scola, voyait d'un œil souvent condescendant les films de Spencer et Hill. Trop populaire, trop simple, trop facile, disaient de certains. Une injustice qui, pendant longtemps, a relégué l'œuvre de Bud à la périphérie des grands récits artistiques du pays. Mais pour le peuple, il n'a jamais cessé d'être un héros. Dans les banlieues de Rome, comme dans les campagnes allemandes, dans les cours de récréation espagnols ou les ciné-clubs d'Amérique latine, les films de Bud Spencer sont bien plus que des divertissements.
Ils sont des rituels familiaux, des repères culturels, des souvenirs collectifs. Pour des millions de spectateurs, il incarne la justice du quotidien, celle qui ne demande ni grands discours, ni effets spéciaux, mais seulement un regard droit et un cœur sincère. Ce décalage entre l'élite culturelle et la ferveur populaire finira par se combler avec le temps. Dans les années 2000, alors que le cinéma italien se cherche de nouveaux héros, une nouvelle génération de critiques commence à revisiter l'œuvre de Bud Spencer. On y voit soudain une forme de poésie sociale, une philosophie de l'anti-héros, une mise en scène du corps comme langage. Les scènes de bagarre, autrefois considérées comme grotesques, sont relues comme des chorégraphies burlesques inspirées du cinéma muet. Son silence devient un choix esthétique. Sa lenteur, une résistance à l'accélération du monde. Les hommages se multiplient. Des rétrospectives lui sont consacrées. Des expositions reprennent ses plus grands rôles, ses objets personnels, ses scénarios annotés. À Naples, sa ville natale, une statue est inaugurée en son honneur. Dans les universités, des mémoires lui sont consacrés, analysant son influence sur l'imaginaire européen du XXe siècle. Au-delà du cinéma, Bud Spencer devient un symbole transgénérationnel. Il incarne une virilité douce, protectrice, non toxique, à rebours des clichés agressifs de l'homme dominant. Dans une époque en quête de nouveaux modèles masculins, il devient une référence inattendue, presque révolutionnaire. Sa force est toujours là, mais elle ne s'exerce jamais pour dominer, seulement pour réparer. Fidèle à sa foi catholique, Bud Spencer parlait peu de religion, mais agissait souvent dans l'ombre. Il soutenait des œuvres caritatives, finançait discrètement des projets éducatifs, répondait personnellement aux lettres de fans en détresse. Cette bonté concrète, enracinée dans ses valeurs napolitaines et chrétiennes, transparaissait dans chacun de ses rôles. Il savait aussi rire de lui-même. Dans ses livres autobiographiques, Moi Bud Spencer, Où je mange donc je suis, il raconte avec humour ses échecs, ses doutes, ses maladresses. Loin de l'image du colosse invincible, il y révèle un homme sensible, lucide, sur ses limites, mais fier de son parcours. Une forme de sagesse humble, précieuse à une époque saturée d'ego et de performance. Ainsi, petit à petit, la reconnaissance critique finit par rejoindre l'amour populaire. Tardivement, certes, mais avec d'autant plus de profondeur. Bud Spencer n'est plus seulement une star de la comédie d'action, il est devenu une figure de la culture européenne, un mythe ancré dans le réel, un héros de notre temps. À mesure que les années passent, le corps de Bud Spencer commence à ployer sous le poids des décennies d'efforts, d'action et de tournage physique. Lui qui a toujours fait de sa stature une force, voit celle-ci se transformer en fardeau. Les articulations se raidissent, les douleurs s'installent dans les genoux, le dos, les hanches. L'homme qui projetait autrefois ses adversaires à travers les fenêtres peine désormais à se lever sans assistance. Ce lent affaiblissement, Bud le vit avec dignité mais non sans douleur. Il continue de se montrer en public, mais les apparitions se font plus rares, plus silencieuses, plus solennelles. Dans ses dernières interviews, il parle franchement de son âge, de sa fatigue, mais jamais avec amertume. Il évoque la mort comme une étape naturelle, une chose à accueillir avec sérénité. Il plaisante même parfois « Je ne suis pas immortel, mais mes coups de poing peut-être ». Cette pudeur face au déclin est à l'image de l'homme qu'il a toujours été. Discret sur sa souffrance, pudique sur ses émotions, fidèle à ses principes jusqu'au bout. Autour de lui, sa famille veille. Il est entouré de sa femme Maria Amato, qu'il a épousée en 1960, et de ses 3 enfants. Sa vie privée est restée, contre toute attente, à l'écart des scandales. Bud Spencer a toujours défendu l'idée que la célébrité ne devait pas empiéter sur l'intimité. Chez lui, à Rome, dans son appartement simple, les murs sont tapissés de photos de tournage, de souvenirs sportifs, de lettres de fans. Il continue de lire, d'écrire, de répondre autant que possible à ceux qui lui écrivent. La mémoire reste vive, même si le corps chancelle. À la fin des années 2000, il commence à décliner nettement. Les problèmes respiratoires s'aggravent, la mobilité devient difficile, les déplacements limités. Pourtant, il refuse l'hospitalisation prolongée. Il veut rester chez lui, entouré des siens, dans un univers familier où il peut regarder ses vieux films à la télévision et sourire, parfois, aux répliques qu'il avait oubliées. Ces dernières années sont aussi celles d'un retour en grâce. Partout en Europe, on lui rend hommage. Des festivals l'invitent, des cinémathèques lui consacrent des rétrospectives. À Naples, sa ville natale, on le fête comme un trésor vivant. Dans les rues, on le salue, on le remercie, on lui raconte des souvenirs d'enfance liés à ses films. Ces marques d'amour, Bud les reçoit avec émotion. Il n'a jamais cherché la gloire, mais il mesure, avec humilité, ce que sa carrière a apporté aux autres. Ce crépuscule n'est pas tragique en soi, il est humain, profondément humain. Ce n'est pas le choc d'une chute brutale, mais le lent effacement d'un homme dont la lumière continue de briller dans les cœurs. Bud Spencer ne s'éteint pas dans l'indifférence, ni dans l'oubli.
Au contraire, son silence croissant, ses absences prolongées nourrissent une attente, une inquiétude, une tendresse de plus en plus palpable. Et puis vient le jour où ce silence devient définitif. Le 27 juin 2016, en fin d'après-midi, la nouvelle tombe. Bud Spencer est mort. Il s'est éteint à Rome à l'âge de 86 ans, entouré des siens. C'est son fils, Giuseppe, qui annonce sobrement la nouvelle à la NSA, l'agence de presse italienne. Papa s'est envolé paisiblement à 18h15. Il n'a pas souffert. Toute la famille était avec lui. Cette phrase, d'une simplicité bouleversante, résonne comme un coup de tonnerre dans l'esprit de millions de fans à travers le monde. Ce n'est pas une mort comme les autres. Car si Bud Spencer avait lentement disparu des écrans, il n'avait jamais quitté les mémoires. En un instant, les réseaux sociaux s'enflamment. Larmes, souvenirs, hommages affluent dans toutes les langues. En Allemagne, pays qu'il a tant aimé, les journaux lui consacrent leurs unes. En France, les chaînes reprogramment ses plus grands films. En Espagne, les réseaux publics diffusent des marathons Trinita. À Naples, des dizaines de fans se rassemblent spontanément sur les places publiques, allument des bougies, chantent les génériques de ses films. La mort de Bud Spencer n'est pas seulement la perte d'un acteur, c'est celle d'une figure rassurante, paternelle, bienveillante. Beaucoup l'associent à l'enfance, à des souvenirs familiaux, à des moments d'innocence. On ne pleure pas seulement l'artiste, mais ce qu'il incarnait. Dans un monde de plus en plus cynique, Bud Spencer représentait une forme rare de sincérité, de gentillesse musclée, de justice naïve, mais salutaire. Il frappait les méchants, mais sans jamais les haïr. Il protégeait les faibles, sans attendre de reconnaissance. Et surtout, il faisait rire sans jamais humilier. Les réactions politiques ne tardent pas. Le président italien, le maire de Naples, les ministres de la culture de plusieurs pays européens saluent un monument du cinéma populaire. Terence Hill, son frère d'écran, met plusieurs jours avant de pouvoir s'exprimer. Lorsque les mots viennent enfin, ils sont simples, poignants. Une moitié de moi s'en est allée. L'émotion est palpable. Elle traverse les générations, les frontières, les classes sociales. Des ouvriers allemands aux étudiants brésiliens, des enfants roumains aux retraités français, tous partagent un même deuil. Les médias fouillent les archives, exhument des interviews anciennes, on redécouvre un Bud Spencer philosophe qui déclarait « Je suis un homme simple, j'ai nagé, j'ai volé, j'ai joué et j'ai essayé d'être un bon père ». Cette humilité désarme et renforce encore la douleur de sa disparition. Car dans cette époque d'ego surdimensionné, de discours criards et de division, Bud Spencer semblait incarner l'inverse. La force tranquille, le respect des autres, la fidélité à soi-même. Ses funérailles sont prévues quelques jours plus tard, dans la discrétion qu'il a toujours cultivée. Mais déjà, dans le monde entier, les hommages se multiplient. Des artistes peignent des fresques à son effigie. Des salles de cinéma organisent des séances spéciales. Des anonymes écrivent des lettres, allument des bougies, déposent des fleurs sous des affiches jaunies. Car au fond, Bud Spencer n'était pas un acteur parmi d'autres. Il était une présence. Une silhouette familière, un rire de père, une main qui rassure, une claque qui remet les pendules à l'heure. Et le vide qu'il laisse, lui, est d'autant plus grand que l'homme n'avait jamais prétendu occuper tant d'espace. Les funérailles de Bud Spencer ont lieu le 30 juin 2016 à Rome, dans la basilique Sainte-Marie des Anges et des Martyrs, l'une des plus vastes et majestueuses de la capitale italienne. La cérémonie, bien que voulue sobre par la famille, attire une foule immense. Fans, anonymes, personnalités du monde politique et artistique, tous se prestent pour dire adieu au géant. À l'entrée de l'église, des enfants brandissent des photos de Banana Joe, des couples chantent des extraits de « On l'appelle Trinita », et des larmes coulent sur les visages d'hommes et de femmes de toute génération. Terence Hill est présent, bouleversé. Il s'avance lentement vers le cercueil, pose la main sur le bois clair, baisse la tête. Il ne dira rien en public ce jour-là. Mais son silence suffit, car leur lien dépasse les mots. Ils étaient frères d'écran, amis dans la vie, compagnons de route dans une forme rare d'harmonie artistique. Au-delà de la cérémonie, les hommages pleuvent. En Italie, les chaînes nationales bouleversent leur programmation. En Allemagne, où Bud Spencer est un véritable mythe, une statue est érigée à son effigie dans la ville de Schwäbisch Gmünd. À Naples, sa ville natale, une place porte désormais son nom, tout comme une école primaire. Sur les murs, des fresques le représentent, souvent accompagnés de Terence Hill, bras dessus, bras dessous, comme dans leurs films. Sur les réseaux sociaux, des millions de messages affluent. Certains postent des extraits de ces films avec des légendes tendres. « Merci pour mon enfance », « Tu as frappé plus de méchants que la justice », « Avec toi, c'était Noël chaque dimanche après-midi ». D'autres créent des montages émouvants où l'on voit Bud sourire, manger des haricots ou envoyer valser un bandit d'un revers de main. Ces gestes devenus cultes, gravés dans la mémoire collective. Son héritage dépasse largement le cadre du cinéma. Il a laissé une trace indélébile dans la culture populaire européenne.
Des réalisateurs comme Quentin Tarantino ou Edgar Wright ont cité son style de comédie physique comme une influence. Des humoristes, des youtubeurs, des créateurs de jeux vidéo continuent de puiser dans son univers. Les scènes de bagarre chorégraphiées, l'humour visuel, la tendresse derrière la force. Dans les universités, des thèses analysent désormais ces personnages comme des figures de contre-pouvoir, des héros anti-autoritaires, drôles et justes. Bud Spencer, longtemps marginalisé par les critiques, devient un objet d'étude sérieux. Et c'est peut-être là sa plus grande victoire. Avoir prouvé avec le temps que le cinéma populaire n'est pas un cinéma mineur, qu'il peut être profond, structurant, nourrissant. Ses enfants, fidèles à sa mémoire, perpétuent son image avec pudeur. Ils publient des ouvrages, collaborent à des documentaires et rappellent inlassablement que derrière l'acteur se cachait un homme simple, généreux, exigeant. Loin des excès, des projecteurs et des tapis rouges, Bud Spencer a toujours préféré la table familiale, la mer, la musique et les discussions sincères. Aujourd'hui encore, des festivals lui sont consacrés. Des rétrospectives, des projections en plein air, des concerts de musique de films rendent hommage à ce géant. Et chaque année, à la date anniversaire de sa mort, des milliers de fans se rassemblent dans plusieurs pays d'Europe pour célébrer sa mémoire. Car Bud Spencer n'est pas mort. Il vit dans les rires partagés devant un vieux film, dans les regards complices entre un père et son fils, dans la main comptant au plus faible, dans cette idée toute simple qu'on peut être fort sans être violent, drôle sans être cruel, célèbre sans être arrogant. Bud Spencer, c'était bien plus qu'un acteur. C'était une présence, une silhouette rassurante, un mythe humain et profondément accessible. Dans un monde saturé de faux-semblants et de héros en plastique, il incarnait quelque chose de vrai. Il ne sauvait pas le monde avec des gadgets ou des capes, mais avec une poignée de main ferme, un regard honnête et une claque bien placée qui redonnait justice là où la société l'avait perdue. Il n'avait pas besoin de discours grandiloquents. Il lui suffisait d'entrer dans une pièce, de croiser les bras, de lever un sourcil. Et le message était clair, le bien existe encore. Le bien n'a pas besoin de violence extrême ni de vengeance. Il suffit de l'incarner dans le calme, la fidélité, la dignité. Aujourd'hui, Bud Spencer nous manque parce qu'il était une boussole morale dans un monde qui se cherche. Parce qu'il nous rappelait qu'on peut être fort sans faire peur, qu'on peut être populaire sans se corrompre, qu'on peut vieillir sans trahir l'enfant qu'on a été. En lui, beaucoup voyaient un père, un oncle, un grand frère, quelqu'un qui ne mentait pas. Quelqu'un qui tenait ses promesses. Son rire résonne encore dans nos mémoires. Ses films tournent en boucle comme des antidotes à la brutalité du monde moderne. Et son souvenir continue de nous accompagner, comme une main invisible sur l'épaule pour nous dire « Tu peux le faire, sois juste, sois bon. Et si tu dois frapper, fais-le sans haine. » Bud Spencer ne reviendra pas. Mais il ne nous a jamais vraiment quittés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre fidélité et votre attention comptent énormément pour nous. Si cette histoire vous a touché, ému ou simplement intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Activez la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sort. Nous serions également ravis de lire vos impressions en commentaire. Dites-nous ce que vous avez pensé. Partagez vos souvenirs ou vos ressentis. Votre participation rend cette communauté plus vivante et chaleureuse. Et surtout, restez avec nous, de nombreuses vidéos sont à venir, toujours plus riches, humaines et passionnantes. À très bientôt.